Roissy se mettre en surveillance sur l'arrivée d'une femme qui arrive d'Italie et qui doit nous amener au contact d'un fugitif italien recherché pour trafic de stupéfiants. Et d'après ce qu'on sait, c'était la partie blanchiment de l'organisation qu'ils ont démantelée en Italie et qui sont toujours en train de démanteler, hein, si j'ai bien compris. C'est ça, Vincenzo? Oui, c'est ça. Ils sont en phase de la démanteler complètement. Il leur faut ce gars-là également qui, lui, s'occupait de la partie blanchiment des fonds du trafic de drogue. Le fugitif recherché par la justice italienne est en cavale en France depuis 2 ans. L'homme, assis à l'arrière de la voiture, est un carabinier italien. Il est accompagné par des policiers français de la brigade de recherche des fugitifs. Il est en contact avec ses collègues en Italie, qui le renseignent en temps réel. Il y a des écoutes maintenant en Italie sur les téléphones du type qu'on doit arrêter. Il nous renseigne de chaque nouvelle. La femme italienne que les policiers sont venus attendre doit arriver de Rome par le prochain vol. Elle doit les conduire jusqu'à l'homme qu'ils recherchent. Une dizaine de policiers français sont mobilisés pour cette filature. L'officier italien ne fait que les accompagner, il n'a pas le droit d'intervenir en France. Selon leurs dernières informations, la femme a bien pris l'avion. Il ne reste plus qu'à l'identifier à sa descente de vol. Il a des jeans qui sont changés et les chaussures sont Puma. Elle a un sac Gucci, de marque Gucci, des pumas blanches et le pantalon est en jean et non pas noir. Les Pumas sont noirs, hein, un cuir noir. Non, les pumas sont noirs. Voilà, pumas noir, pantalon de jean. Elle est au bagage. Elle est au bagage, en train de prendre les bagages. Ok, ça devrait pas tarder à sortir. La jeune femme est venue à Paris retrouver le fugitif. Ils doivent ensemble fêter un anniversaire. L'homme recherché est sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé par un juge italien. Il a été condamné à 5 ans de prison pour des délits financiers et il est soupçonné d'avoir blanchi l'argent d'un trafic de drogue pour le compte d'une organisation mafieuse. Oui, allô? Ça vient de prendre le bus. C'est un Roissy bus. Les policiers ne vont plus lâcher la jeune femme. Ok, ça marche, à plus. Les écoutes téléphoniques menées par les carabiniers italiens ont révélé que le rendez-vous devait avoir lieu dans un palace parisien, près de la place Vendôme. 2 policiers sont à l'intérieur de l'hôtel, 4 autres surveillent l'extérieur. Ils craignent que le rendez-vous soit modifié à la dernière minute. Laurent de Philippe. Bon, j'ai des nouvelles du dispo aéroport, hein, donc ils l'ont bien en main, 1m68, les cheveux blonds dans le dos avec une frange. Ouais, elle s'est descendue du bus, hein, rue Scribe. Hein. C'est descendue du bus à la rue Scribe. Okay. Bah, c'est vers Opéra, hein. C'est dans le quartier de l'Opéra. On est à côté de l'Opéra. Ouais, pour info de Dominique, on est placé devant l'Opéra, Voilà, vous la voyez à gauche là? Vous la voyez là? Elle est là. Ouais, c'est reçu Arnaud. Hein. Pour info, on l'a en visuel. Là, elle va arriver devant la bouche de métro. Attention, elle se glisse dans le métro. Elle glisse dans le métro, les gars. Elle prend le métro. C'est bizarre parce qu'elle est à 500 mètres à pied de l'hôtel. Donc, soit elle veut le faire en métro, soit elle va pas à cet hôtel. Allô? C'est descendu dans le métro, elle regarde un plan. Donc, ils sont pas très loin de nous, là. La gonzesse est partie en piéton. Bon, c'était pas vraiment prévu, on va voir. Faut attendre. Elle s'est arrêtée à l'Opéra, ça? Oui, normalement, ça me paraît logique. Mais faut espérer que ça arrive ici, quoi. Qu'il n'y ait pas un rendez-vous de prévu par ailleurs. D'où l'intérêt de l'avoir en physique, elle, quoi. Et là, elle est où, mes mères, exactement? Allô? La ligne 8, direction Palace. Sortie Concorde. Ok, ça marche. Ok. Ça sort à Concorde. D'accord, bon, ok, je fais passer le message. Ok, c'est reçu, je me pose Rivoli, angle Castiglione. Là, elle arrive rue Castiglione, hein, d'accord? Donc elle arrive sur vous, là. Nico, tu m'as reçu, elle arrive sur l'hôtel reçu. Bon, j'ai laissé un message à Laurent, là. Il y a une conversation qui est tombée, hein, comme quoi l'objectif dit à la fille qui est ici qu'ils arrivent dans 20 minutes. Bon, le but, c'est qu'on se recentre. On se recentre sur l'hôtel. On le fait, si on peut, il y a des chances qu'ils prennent le taxi donc pour arriver ici.
Et donc à partir de maintenant, il faut quand même chauffer les taxis. Et on essaye de le faire à la sortie du taxi, hein. D'accord ? C'est chaud. Oui, Fred. Tu crois qu'ils sont là? Ouais, ok. Ouais, mais vous répétez le message là? Et là, apparemment, ils sont dans l'hôtel. Il confirme? Voilà. Bonjour. C'est la police française, monsieur. Oui. Vous parlez français? Un peu. Vous avez des papiers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous appelez comment? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est Pas monsieur. Ok. Vous vous appelez comment? Oui. Votre nom, s'il vous plaît. Carlo. Carlo comment? Carnevale. Et vous êtes né Janvier. en janvier? Sortez les mains de la poche, s'il vous plaît. Ok. Monsieur, on va vous emmener pour faire un contrôle d'identité. Et votre vrai nom, c'est quoi, monsieur? Come? Votre vrai nom, c'est quoi? Tu peux lui expliquer en italien? Signor deve seguirci. Va bene. L'officier italien a appelé le fugitif par son vrai nom. Ce dernier comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple contrôle d'identité. Vous avez un mandat d'arrêt. C'est une procédure Schengen dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. Vous allez nous suivre et vous serez remis aux autorités italiennes. Ok? Ok, monsieur? On y va? Allez. Qu'est-ce qui se passe? C'est un mandat d'arrêt italien. Madame, je dois vous dire que monsieur a un mandat d'arrêt international. Nous devons l'arrêter. Mais c'est mon anniversaire. Eh oui, on sait. Vous pouvez me montrer vos papiers, s'il vous plaît? C'était là, monsieur. Aspetta un attimo. No, questa è una cosa della Eh, moi, j'ai rien à voir avec ça, c'est la police française. Hein. Mais il est rentré dans l'hôtel, donc on a eu confirmation par le couple qui était à l'intérieur de l'hôtel, et donc il s'avère que c'est bien lui. A priori, il y a des faux papiers sur lui, donc on va voir tout ça. Hein? On y va, monsieur? Je vais rien pour dormir ce soir. Hein. Ah, mais ce soir, on va pas dormir à l'hôtel, monsieur. Oui. D'accord? Allez, le téléphone dans la poche. Non, donnez-moi votre téléphone. Allez, parce que ça comme suffit. ça s'arrêtera Allez, de bouger. allez, hop. Il en a un deuxième, là. Votre deuxième téléphone, il est où? Allez, c'est bon, on y va. Allez, monsieur, maintenant on y va, maintenant. Allez, ça suffit. Attends, là. Doumé, il y a Ouais. le ML, là. Ouais, mais on va le mettre dans la voiture parce que je le sens pas, Pépère. Le fugitif italien pensait passer un week-end paisible à Paris dans un palace. Il se retrouve dans une voiture de police. Direction Nanterre, le siège de la brigade de recherche des fugitifs. Oh, il arrive, c'est la classe quand même, le costume, le 4x4 Mercedes, l'hôtel qui va bien. Il n'a pas décliné son véritable nom. Bon, on l'a reconnu sur photo, on confirmera avec les empreintes qui nous ont été transmises par les autorités italiennes. Donc ça confirmera son identité. Je pense qu'à partir du moment où il a entendu parler en italien à côté de lui, il a tout de suite compris, quoi. Oui, quand je l'ai appelé avec son nom, il a compris. Bien sûr. Oui, il est choqué maintenant. La première chose qu'il a demandé est comment on a réussi à le rattraper. Arrivé à Nanterre, les policiers ont 48 heures pour présenter l'homme à la justice. Avant son extradition en Italie, il sera mis en examen pour usage de faux papiers d'identité. Bon, il faut le placer en rétention. Roméo, tu lui fais sa rétention. Comment c'est le nom? Ouais, monsieur. Daniele. Ah, magnifique. Ok. Bon, d'accord. On va pas le mettre en X, hein. Tu le mets directement sous sa véritable identité.
Pour la rétention, tu le mets sous son identité. Il faut prendre un numéro de procédure. Attends, je vais appeler le magistrat. Vous saviez rechercher, bien sûr, puisque vous avez des faux papiers. Donc c'est une carte d'identité italienne, hein. C'est une fausse carte d'identité, des faux documents habituels, quoi. Donc pour réussir une cavale, en premier, il faut avoir des faux papiers, donc faux documents d'identité. Donc voilà ce qu'il nous a présenté. Hein. Vous pensiez être plus en sécurité en France ou vous pensiez être suivi, surveillé? Non, je dis qu'en France, je travaille plus tranquille. Moins de problèmes qu'en Italie. Pourquoi en Italie, j'ai fait des problèmes avec la justice pour les... Et il est impossible pour moi de travailler en Italie. D'accord. Vous saviez qu'en France, on pouvait vous rechercher aussi? Ou qu'en Italie? En France, non. Vous vous sentiez recherché qu'en Italie? Qu'en Italie. D'accord. Est-ce que je peux vous demander depuis quand vous habitez en France? Une année que je suis en France. D'accord. C'est dans l'octobre de l'année passée. D'accord, ça fait 1 an, quoi. Un an. Très bien. 1 an et mois. Parfait. Donc vous voyez, on n'est pas en sécurité même en France. Ça c'est l'Europe, ça. Non, pas la sécurité, je ne pas, c'est la tranquillité. Oui. C'est différent. La sécurité c'est une chose. Et la tranquillité c'est autre chose. La tranquillité, l'homme l'avait trouvé à Monaco. Il était intermédiaire dans la vente de voitures de luxe. Un paisible homme d'affaires qui voulait faire oublier son passé. Sa seule erreur, avoir quitté le Rocher pour offrir un bel anniversaire parisien à sa femme. Dans quelques semaines, il sera extradé vers l'Italie, incarcéré, à moins de collaborer avec la justice transalpine et de bénéficier de la loi sur les repentis. Bon, bah, de toute façon, ça sert plus à rien qu'on... Ça sert à rien qu'on y aille, quoi. Ils ont fait des perquisitions et tout, c'est plus la peine, soi-disant qu'ils n'ont rien trouvé. À la tête de ce service, le commissaire Philippe Chadris. Cette brigade de recherche des fugitifs a été créée en 2003. Un tiers de son activité concerne l'arrestation de personnes recherchées par des pays étrangers, planqués en France. Le reste, des Français en cavale dans l'Hexagone ou à l'étranger. Le commissaire dirige une trentaine d'hommes, gendarmes et policiers, anciens des stupes, de la répression du banditisme ou encore de la lutte antiterroriste. Auparavant, il n'y avait pas de service qui coordonnait et qui centralisait la recherche des fugitifs. Et c'est vrai qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Donc la DCPJ a décidé de créer ce service. Il y a des gens qui étaient condamnés à des lourdes peines et qui n'étaient pas interpellés, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas forcément, ils n'étaient plus recherchés. Ils n'étaient plus recherchés par aucun service. Donc c'est aussi notre raison d'être. Les policiers de la brigade effectuent en moyenne une 60aine d'arrestations par an. En tout, il y aurait près de 5000 fugitifs recherchés par la justice pour des infractions graves. Ils sont classés par genre dans ces albums. Des évadés de prison, des personnes réfugiées à l'étranger ou encore des individus condamnés par contumace à plus de 15 ans de prison. La plupart de nos dossiers sont des dossiers d'initiative, c'est-à-dire on décide on a la liste des individus condamnés par contumace avec la liste des prescriptions. Régulièrement, je prends cette liste et je donne au groupe des dossiers en disant voilà, on a ce type est recherché, il a été condamné à perpète il y a 15 ans, ce serait intéressant de voir ce qu'on peut faire. Kuhlmann, un pédophile qui était recherché depuis plus d'une dizaine d'années, qu'on a retrouvé dans un monastère en Colombie, dans une zone FARC. Il a fallu intervenir avec l'armée pour sécuriser le périmètre. Lansol, escroc notoire, beau voyou de la région perpignanaise, qui était en fuite depuis une petite dizaine d'années, qu'on a retrouvé au Portugal. Donc on a travaillé avec cette photo et on l'a récupéré dans cet état-là. Donc pas mal quand même, il s'était fait une santé. 6 mois d'enquête à peu près. Milliardaire. Alain Dulion. Ah, belle personnalité, Alain Dulion. Alain Dulion, c'était l'organisateur de la plus grosse importation la plus grosse saisie en tout cas de cocaïne en France. C'était à Tigerie, c'était en 99, Tigerie en Seine-et-Marne, où on avait saisi à l'époque
dans l'Essonne, exact. À Tigerie dans l'Essonne, on avait saisi à l'époque 1,2 tonne de cocaïne. Et c'était lui l'organisateur. Plus de son, plus d'images. Bien sûr, au moment des interpellations, il avait disparu. Et on l'a récupéré après sur Alicante. On avait fait des belles filatures là-bas en Espagne. C'est au Mexique que le service va réaliser son coup le plus médiatique, avec l'arrestation de cette femme, Hélène Castel. Les faits remontent à 1980. Hold-up sanglant, rue Lafayette. Ce jour-là, Hélène Castel participe à un braquage signé Action Directe, le groupe d'extrême gauche. Son rôle est marginal, mais l'opération fait un mort et plusieurs blessés. Hélène Castel s'enfuit et s'installe au Mexique, dans cette modeste maison. Elle se fait appeler Florencia Riviera Martin, devient psychothérapeute, fonde une famille et s'engage dans la défense des plus humbles. Le 16 mai 2004, 4 jours seulement avant la prescription de sa condamnation par contumace à la prison à perpétuité, les policiers français de la brigade de recherche des fugitifs débarquent. Elle est extradée vers la France. Son procès s'ouvre à Paris en janvier 2006. Philippe Bilger est l'avocat général de cette affaire hypermédiatique. Malgré sa première condamnation à la prison à perpétuité, le magistrat ne demande qu'une peine symbolique, 2 ans de prison, une condamnation couverte par la détention provisoire qu'elle a effectuée avant son procès, une clémence inédite dans les annales de la justice. On ne peut pas juger de la même manière un être qui se retrouve 20 ans plus tard devant la justice, même pour un crime grave, et celui qui serait jugé pour le même fait pratiquement le lendemain de sa commission. Donc cette fuite bénéficie de toute manière, peu ou prou, à la personne qui l'a mise en œuvre. La fuite n'est pas un délit, à moins de commettre des infractions durant sa cavale. En Corse, prendre le maquis est une tradition, surtout chez les militants nationalistes. En moyenne, sur 10 dossiers traités par la justice, 7 concernent des personnes en cavale. Impossible de connaître le nombre exact de fugitifs corses à l'heure actuelle. Les policiers ne souhaitent pas parler de ce dossier sensible. Dominique Tafani, militant nationaliste, a vécu 6 années en cavale sans quitter l'île. Le territoire est propice à disparaître, parce que bon, c'est sûr que la police et la gendarmerie peuvent contrôler les axes routiers, mais la match, ils ne peuvent pas le contrôler. Il y a toujours des petits chemins, il y a toujours des sentiers, il y a toujours des villages perdus. Et c'est leur grande difficulté. On ne peut pas quadriller la Corse, elle est inquadrillable. L'histoire commence en 1995. Un attentat avec prise d'otage. Les policiers soupçonnent Dominique Tafani d'avoir participé à l'opération. En cas de condamnation, il risque au minimum 15 ans de prison. Comment vous avez su que vous étiez recherché pour cette affaire? Oh, c'est très simple. Déjà, quand il y a les rafles qui sont mis en place, la DNAT toutes les semaines ou tous les 15 jours descend le mardi et le mercredi et procède à des rafles. C'était comme ça. Ils descendaient le mardi et le mercredi, comme ça le samedi, ça leur permettait de remonter à Paris tranquille. Bon, j'ai vu, on voit les manèges des gendarmes qui ne passent jamais dans le village et qui commencent à passer, qui commencent à tourner devant la maison, à freiner, etc. Bon, en plus, après quelques indiscrétions, parce que bon, rien n'est hermétique. Donc quand je suis qu'il y avait possibilité de rafle, le soir, je n'ai pas dormi à la maison. Et effectivement, le lendemain matin, a débarqué le GIGN, les gendarmeries et tout ce qui va avec. Et c'est une décision que vous avez prise immédiatement. Vous vous êtes dit, je préfère partir que de... Disons que... C'est lourd quand même de conséquence, ce genre de décision. Ça se prend pas à la légère, j'imagine. C'est peut-être pas une décision raisonnable pour les gens, mais pour moi, ça a été une décision raisonnée. Pendant 6 années, il va vivre au gré de rencontres, passant de village en village, sans travailler. Il occupe ses journées à lire, chasser ou se promener dans le maquis, soutenu, affirme-t-il, par un réseau d'aide spontanée. Nous, ici, je veux dire, quelqu'un qui est poursuivi par la police, les portes s'ouvrent. Il n'y a pas de jugement sur l'acte qu'a pu commettre la personne. Non, la personne est dans le besoin, on l'aide. C'est une notion de solidarité, mais c'est induit dans notre culture. Il
n'y a pas de problème à ce niveau-là. Moi, je sais que j'ai fait je me suis arrêté de compter à la 100e maison. Et ce n'étaient pas des nationalistes, la majorité du temps. On est pris en charge par quelques militants qui vous font connaître les cousins, qui ensuite les cousins vous font connaître les amis, puis on tourne, et puis on reste dans les villages chez des gens, etc. Mais on est un peu le cousin qui débarque, même si on ne les connaît pas. Je veux dire, au niveau de la famille, ça se passe comme ça. Vous prêtez une chambre ou un canapé, bon voilà, vous connaissez les enfants, vous faites partie de la famille. C'est des relations qui se nouent très naturellement. Il y a une angoisse, on a toujours peur des contrôles, il y a des routes qu'on évite. Non, c'est surtout... ça dépend des eaux, ça dépend des axes qu'on va prendre. On va éviter certains horaires où il y a peu de monde. On va éviter de sortir la nuit, par exemple. Parce que la nuit, il y a des gros barrages. Mais maintenant, si vous mettez une voiture devant avec un toki, bon, il va vous faire une ouverture de route. Mais ça, c'est bon. Ça se passe comme ça. Mais ça suppose quand même une grosse infrastructure, une grosse organisation pour une personne. Enfin, c'est évident que ça s'organise, une cavale. Hein, mais bon, il y a des gens qui vous aident. Ça paraîtrait presque simple. Pourtant, Dominique Tafani a dû faire des sacrifices. Durant sa cavale, il doit quitter la région de Porto Vecchio où il vivait avec sa femme et ses 2 enfants. Votre famille, par exemple, vous avez pu la voir, vous avez pu la rencontrer, vous avez pu la faire passer En fait, les policiers, quand ils travaillent sur quoi? Ils travaillent sur la famille. C'est l'élément faible. Donc il faut tout faire pour éviter de rencontrer sa famille. Donc c'est les enfants qu'on ne va pas grandir, c'est une femme qui à un moment donné, on va se séparer parce que 6 ans de cavale, c'est invivable. Donc on sait que la famille va éclater. On le sait, je veux dire. Comment vous avez été arrêté? Eh bien, j'ai commis une grossière erreur. Un soir, je suis allé boire un café en ville à Ajaccio. Je rentre dans le café. Il y avait un café que je n'étais jamais allé. Je rentre dans ce café, il y a un monsieur. Je me regarde avec un monsieur. Il me semble le connaître, mais bon, je connais tellement de monde. Le monsieur part, et 5 minutes plus tard sont arrivés les gens de la BAC qui m'ont pris. Ce monsieur, c'était un RG qui m'a reconnu, qui a téléphoné à la BAC et qui m'a pris. Voilà. Ça a été la fin de la cavale au bout de 6 ans. Une erreur. Transféré à Paris, il sera jugé quelques années plus tard pour l'attentat de 1995. Verdict, Dominique Tafani est acquitté, mais il va tout de même être condamné pour des infractions commises durant sa cavale. Il y a eu à un moment donné un délit de fuite dans une voiture volée, qui a été abandonnée plus tard, dans laquelle on a retrouvé une pièce d'identité m'appartenant, une fausse pièce d'identité m'appartenant. Et donc pour cette affaire-là, j'ai été condamné à 5 ans de prison, dont 4 fermes. La peine est lourde, mais il faut préciser que dans la voiture, les gendarmes ont retrouvé aussi une liste d'armes et quelques cartouches. Dominique Tafani sera condamné pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Il vient de sortir de prison, il est encore en liberté conditionnelle avec bracelet électronique attaché à la cheville. La Corse reste une exception, car la plupart des fugitifs choisissent de prendre le large vers l'étranger. Un tiers des arrestations des policiers français de la brigade de recherche des fugitifs se font en dehors des frontières de l'Hexagone. Nous sommes à Cadiz, dans le sud de l'Espagne. Ces 3 hommes sont des policiers français. 2 d'entre eux travaillent à l'ambassade de France de Madrid. Le 3e, en noir, vient tout juste de débarquer de Paris. C'est un des policiers de la brigade de recherche des fugitifs. Ils ont rendez-vous avec leurs collègues espagnols pour préparer l'arrestation d'une Française. Qui? Francisca? Février 65. Février 65. Le policier français enquête depuis 6 mois sur cette fugitive. Elle a été condamnée à 25 ans de prison par contumace pour avoir commandité le meurtre de son mari, un anesthésiste marseillais, retrouvé poignardé dans le coffre de sa voiture le 21 décembre 1998. L'ex-épouse est en cavale depuis 2004. Grâce à des filatures et des écoutes téléphoniques sur sa famille, les policiers français l'ont repéré dans cette ville. Ses parents sont originaires d'Espagne.
possèdent une résidence en Espagne, viennent régulièrement en Espagne. Donc on s'est dit, pourquoi pas, on a axé nos recherches là-dessus. Donc par l'intermédiaire de nos collègues en poste en Espagne, on a pu obtenir différents éléments qui nous ont conduits jusqu'ici. En Espagne, la fugitive se fait appeler Marta. Elle est femme de ménage au noir. Ils ont localisé l'appartement. Ah oui, c'est sûr. C'est clair. Ouais. Donc maintenant, eux, combien de temps ils vont être d'accord pour tenir l'appartement? À mon avis, il faudrait le tenir tant qu'il y a de la lumière, tant qu'il y a quelque chose, tant qu'il y a de la vie dedans. Il faut tenir cet appartement. Parce qu'elle peut en partir ou y arriver n'importe quand. L'appartement en question, c'est celui de ses employeurs, situé en bord de mer. Les policiers espagnols ont localisé la fugitive en faisant circuler sa photo dans le quartier. Ils sont une dizaine, mobilisés ce matin. Cette adresse est le seul élément dont ils disposent pour la sauter, selon leur expression. Il est 11 h, l'heure à laquelle Marta vient habituellement travailler. Devant l'immeuble, il n'y a personne. Nous sommes sur la plage à, on va dire, 300 mètres du domicile, sur la plage, carrément. Deux heures plus tard, Marta ne s'est toujours pas présentée. Les policiers s'impatientent. Un des Français décide de monter chez le couple d'employeurs. Il va comprendre qu'un grain de sable est venu enrayer le dispositif. Un concours de circonstances a permis à la fugitive de savoir que des policiers étaient sur ses talons. Et une voisine m'a dit, j'ai vu une photo de Marta. Je lui ai dit, une photo de Marta? Oui, oui, je t'assure. Mais qui la cherche? Elle m'a dit, c'est la police judiciaire qui m'a montré une photo de Marta et je crois que c'était Marta. Du coup, la patronne décide d'appeler sa femme de ménage pour lui demander des explications. Pensant bien faire, voilà, elle a commis une erreur, c'est qu'elle a téléphoné tout de suite à Marta, donc son employé, pour lui dire, voilà, les policiers sont dans le quartier, ils te recherchent, je ne comprends pas, mais bon, je ne pense pas que ce soit toi. Et voilà, et cette personne, aussitôt raccrochée, elle est partie dans la nature. Pour retrouver sa trace, les policiers vont tenter un coup. Attirer le compagnon de la fugitive dans l'appartement, sous prétexte de lui remettre son salaire du mois. Il sera là dans un quart d'heure, 20 minutes. Il arrivait d'ici 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et qu'il allait le temps d'aller chercher sa moto et qu'il arrivait. Donc il vient probablement en moto. De l'improvisation totale, en dehors de tout cadre légal. Au regard des textes espagnols, je n'ai rien à faire dans cette maison. Je suis là en tant que touriste. D'accord. Voilà, c'est pour ça que les Espagnols ne sont pas là non plus. Moi, je peux faire quelque chose qu'eux ne peuvent pas faire. Moi, je suis là en touriste. L'homme arrive. L'employeur refuse finalement de lui remettre l'argent et dit vouloir le donner en main propre à la fugitive. L'homme s'énerve, le ton monte, le policier français hésite à intervenir. J'ai bien cru qu'il allait l'agresser. Je me suis vu presque, à un moment donné, je me suis dit, s'il l'agresse, il va falloir sortir. Parce qu'il voulait récupérer le pognon. Alors elle n'a pas lâché le morceau et elle lui a dit, non, non, moi je veux lui donner le pognon à elle. Comme prévu, l'homme repart sans l'argent. Les policiers vont pouvoir le prendre en filature. 3 semaines plus tard, la police espagnole arrêtera la fugitive grâce à cette surveillance. Elle a depuis été extradée vers une prison française. Depuis une nouvelle législation de 2002, les procédures d'extradition entre les pays de l'Union européenne ont été facilitées. C'est à l'extérieur des frontières de l'Europe que ça se complique pour les policiers. On a des gens qui sont à l'étranger, on fait des demandes d'entraide, on fait des demandes, la France envoie un mandat d'arrêt. Après, ça nous dépasse, on n'est plus maître d'œuvre. On ne peut pas aller, nous,
sans l'autorisation du pays, dans tel pays, chercher quelqu'un, quoi. C'est impossible juridiquement. En dehors de l'Union européenne, ce sont les autorités politiques de chaque État qui décident des extraditions. Du coup, certains fugitifs vivent sans trop se cacher. C'est le cas de ce jeune homme, Sacha Roul, filmé en 2005 en caméra cachée. Il est réfugié à Marrakech. Il a été condamné par contumace à 15 ans de réclusion pour homicide volontaire sur la personne de Gilles Andruet, un jeune prodige des échecs. Il vit depuis 2001 dans ce palace qui appartient à sa maman. Pour obtenir son extradition, les autorités judiciaires françaises doivent passer par la voie diplomatique, et plus précisément par cet homme, François Barry de Longchamp, directeur du service des Français à l'étranger. Et là, ça se complique. Les autorités françaises, le ministère de la Justice, nous envoient une demande que nous transmettons à notre ambassade à l'étranger, dans le pays où se trouve la personne, qui va s'adresser aussi aux autorités de ce pays, qui vont regarder et qui vont prendre leurs décisions. Le cas de Sacha Roul, par exemple, au Maroc, est recherché depuis très très longtemps par la justice française. Alors, il y a des cas qui prennent beaucoup de temps. Et je dirais, ça arrive, hélas, dans beaucoup de situations. Sacha Roul, pour échapper à la justice française, a obtenu la nationalité marocaine, le pays d'origine de ses parents. Un État, sauf de très rares exceptions, n'extrade pas ses ressortissants et la diplomatie française n'y peut rien. Grâce à ces protections, le jeune homme échappe à la prison. Il peut sourire. Il y a également apparemment des notions politiques qui rentrent en jeu. Plus ces personnalités, ces personnages sont proches du pouvoir en place localement, plus ça devient compliqué. On peut dire ça, mais on peut dire aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'il arrive aussi que par des contacts diplomatiques ou des contacts politiques à haut niveau, on arrive à faciliter des règlements de situations qui étaient très difficiles à résoudre autrement. Donc cet aspect, bien sûr, il existe. Il y a un paramètre politique. Nous avons d'excellentes relations avec le Maroc, y compris sur le plan juridique, y compris sur le plan judiciaire. En matière de coopération judiciaire, nous avons d'excellentes relations et ça aide. Sauf dans le cas de Sacha Roul. Ça aide, oui. Mais sauf dans le cas de Sacha Roul. Dans la plupart des cas, ça aide à la facilitation de la situation. Renaud Van Runbeck n'est pas de cet avis. Juge au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris, il traite beaucoup de dossiers internationaux. Pour lui, la tutelle de la diplomatie en matière d'extradition est loin d'aider le travail de la justice. J'ai rien contre les diplomates, mais en matière de justice, ça n'a jamais été vraiment un facteur d'accélération. Bon, parce qu'il faut ménager ceci. Bon, moi j'ai une autre idée de la justice, c'est que quelles que soient les frontières, on est tous à égalité devant la loi. Bon, là on est face à une inégalité manifeste, parce qu'on est face à des gens qui ont des moyens. En général, s'ils sont à l'étranger, c'est qu'ils ont des moyens, ils ont des appuis. Ils feront tout pour faire jouer ces appuis et pour assurer l'impunité. Donc en fait, les secrets d'une cavale réussie, c'est partir à l'étranger, avoir de l'argent et du soutien politique. Ben voilà. Ça, c'est l'impunité absolue. Une impunité qui ne vaut pas que pour les criminels. En cavale, on trouve aussi des hommes d'affaires recherchés par les magistrats du pôle financier. Parmi eux, Pierre-Philippe Pasqua, le fils de l'ancien ministre de l'Intérieur, dont le nom apparaît dans différents dossiers de pots de vin supposés. Il est poursuivi pour recel d'abus de biens social. Le juge qui enquête sur Pierre-Philippe Pasqua, c'est Philippe Courroy, lui aussi magistrat au pôle financier. C'est lui qui est à l'origine des mandats d'arrêt lancés à l'encontre du fils de l'ancien ministre et d'autres de ses proches. Il ne s'est jamais exprimé publiquement sur ces affaires. Pourquoi Pierre-Philippe Pasqua n'est pas venu alors qu'il devait venir? Il avait été convoqué. Il devait venir. Et puis à la dernière minute, il n'est pas venu. Pourquoi il n'est pas venu? Il n'est pas venu parce qu'il sait bien que les dossiers, ils sont pas bons. Nous sommes partis sur les traces de Pierre-Philippe Pasqua en Tunisie, un pays ami de la France. Un paradis touristique pour Français en goguette. La famille Pasqua est ici très connue. On trouve la photo de Charles Pasqua dans un musée, en plein cœur de la Médina, le souk de Tunis. C'est dans le coin le plus chic de l'agglomération que, selon nos informations, Pierre-Philippe Pasqua se serait installé. Sidi Bou Saïd, un village pittoresque. L'homme ne se cache pas vraiment.
Au détour d'une rue, nous l'apercevons au volant de sa voiture. Pour repérer son habitation, nous allons avoir un coup de chance. Son papa lui rend visite régulièrement. Nous le reconnaissons assis à l'avant de ce gros 4x4, accompagné de gardes du corps. C'est en retrouvant le 4x4, garé devant cette maison, que nous identifions le domicile de Pierre-Philippe Pasqua. Devant la villa, des hommes, selon nos informations, des policiers français en civil font les 100 pas. Ils ne sont pas là pour arrêter Pierre-Philippe Pasqua, mais pour assurer la sécurité de son père, ancien ministre. Sans l'accord des autorités tunisiennes, ils ne peuvent de toute manière rien faire. Pour comprendre comment M. Pasqua peut vivre sans se cacher, dans un pays qui possède une convention d'entraide judiciaire avec la France, nous tentons d'obtenir une interview à son retour des courses. Il ne sait pas qu'il est filmé. Monsieur Pasqua, bonjour. Je suis journaliste pour l'Indien Investigation sur Canal+. J'ai vu les officiers de police de votre papa l'autre jour. Oui. J'ai essayé de vous joindre à plusieurs reprises, sans succès. Mais je crois à mon avis que vous allez continuer à essayer de me joindre. Je ne souhaite pas communiquer, je n'ai rien de spécial à vous dire. Je suis un Français qui habite en Tunisie depuis pas mal de temps. Ouais. Voilà. Je n'ai rien de spécial à... Je n'ai pas rien à dire. C'est intéressant, je veux dire, que vous vous exprimiez aussi, que vous... Je n'ai rien, mais écoutez, si on avait voulu m'entendre, c'est bien longtemps qu'on m'a entendu, donc aujourd'hui ce n'est plus d'actualité. Si vous êtes journaliste, vous connaissez, vous savez qu'il y a des échéances, il y a des échanges judiciaires, donc... Et vous voulez vraiment pas qu'on... Non, vous êtes gentil. Merci. Vous êtes sûr? Certain. Merci. Bon, au revoir, bon séjour. De retour à Paris, nous avons interrogé le père sur la situation du fils et sur ses éventuelles protections politiques tunisiennes. Vous avez la garantie que les autorités tunisiennes n'existent pas? Ah non, je n'ai aucune garantie du tout. Vous n'avez pas des relations en Tunisie auprès du président? Ah non, moi pour garantir... j'ai des relations. Je sais que je bénéficie de la part des autorités tunisiennes d'une grande sympathie, parce qu'ils savent que je suis un ami de la Tunisie. Et ça protège votre fils? Non, je ne crois pas. C'est un petit peu étrange, vous êtes sénateur, vous êtes ancien ministre de l'Intérieur, votre fils est en cavale. Mon fils n'est pas en cavale, tout le monde sait où il est. Oui, il a un mandat d'arrêt international. Non, mais si la justice... Monsieur, si la justice avait réellement voulu l'entendre, mon fils a écrit à toutes les autorités judiciaires françaises, depuis, naturellement, le juge d'instruction à plusieurs reprises, le président du tribunal, le procureur de la République, en disant « je suis à votre disposition dans le respect de la procédure internationale qui régit les problèmes judiciaires entre le pays dans lequel je me trouve et la France ». Cette procédure n'a jamais été respectée, à la suite de quoi mon fils a décidé de ne pas venir, sachant très bien que s'il venait, le juge n'avait qu'une seule envie, c'est de le mettre en détention. Pourquoi cette personne est en Tunisie, tout le monde le sait, pourquoi il n'est pas extradé? Cela ne relève plus de la justice française. La justice française lance un mandat d'arrêt international contre une personne. Ce mandat d'arrêt, il est diffusé dans les pays. Une personne est domiciliée dans un pays étranger, on sait où elle habite. Ensuite, c'est effectivement aux autorités locales d'exécuter le mandat. Si elles ne le font pas, moi je n'ai pas de moyen de contrainte pour le faire. Le juge a signé un mandat d'arrêt international. Le juge voulait absolument, ne pouvant pas s'en prendre à moi sur ce plan, je pense qu'il avait décidé de s'en prendre à mon fils. Et pourquoi ce mandat n'est pas exécuté, selon vous? Comment? Pourquoi ce mandat n'est pas exécuté? Mon fils est en Tunisie et puis il se garde bien d'en bouger. Mais les autorités tunisiennes pourraient très bien décider. Pour le moment, les autorités tunisiennes n'ont pas été saisies d'une demande d'arrestation de mon fils. Si elles en étaient saisies, je ne sais pas ce qu'elles feraient. Ce que je voudrais bien comprendre, c'est dans le cas de la Tunisie, il y a une convention. Oui. Monsieur Pasqua a un mandat d'arrêt international. Le juge français a émis une citation à comparaître. Étant donné qu'il n'a pas eu satisfaction, il a émis, dans un deuxième temps, un mandat d'arrêt international. Qui s'appliquera si les autorités tunisiennes souhaitent l'appliquer. Il est évident que nous avons attiré l'attention des autorités tunisiennes sur l'intérêt qu'il y aurait pour la justice française à ce que la demande de la citation à comparaître puisse être effective. C'est normal, c'est notre rôle. Quelle réponse a été faite? Je ne sais pas, parce que nous n'avons pas reçu une réponse apparemment très formelle sur ce point.
Un autre proche de Charles Pasqua échappe depuis plusieurs années au juge Courroy. Mais lui ne fuit pas les journalistes. Au contraire, il se fait un plaisir de narguer la justice française. Il s'appelle Arkady Guédamac. Récemment, c'est lui qui voulait racheter le quotidien France Soir. Milliardaire, il possède pas moins de 4 nationalités, françaises, mais aussi israéliennes ou encore canadiennes et angolaises. Dans la plupart de ces pays, comme ici en Israël, il fréquente des hommes politiques de premier plan. On le voit sur ces images tournées à Tel Aviv, rendre visite à l'actuel Premier ministre, Ehud Olmert. Arkady, how are you? Depuis 2000, Arkady Guédamac est sous le coup d'un mandat d'arrêt international délivré par la justice française. Il est soupçonné d'avoir participé à un trafic d'armes entre la Russie et l'Angola. Pourtant, l'homme n'est pas empêché de voyager ni de circuler librement. Nous l'avons retrouvé à Moscou, en Russie. C'est dans cette ville qu'Arkady Guédamac est né. En 1972, il quitte l'URSS sans un copec en poche et débarque en France. Après des petits boulots, il crée une société de traduction et devient intermédiaire d'affaires entre la France et l'URSS. À la chute du mur, il a tous les contacts et toutes les ficelles pour investir dans son pays natal. Sa fortune est faite. Selon vos qualifications, je suis un grand industriel, un grand financier. Je suis président de la communauté juive de Russie, qui est la plus grande au monde. Je suis propriétaire des radios, des journaux, des banques, des grandes entreprises. Et je vis, je fais ma vie. Arkady Guédamac est donc quelqu'un d'important. En Russie, on dit un oligarque. Et il faut que ça se voie, il roule avec chauffeur, en voiture de luxe, suivi en permanence par 4 gardes du corps. Plus un signe extérieur de richesse qu'un impératif de sécurité. C'est juste pour la... Pour la galerie? Oui, pour la galerie. C'est vrai? Oui. Non, mais c'est comme ça ici. Il faut... Sinon, les gens ne vont pas comprendre. Des gardes du corps pour la frime, il possède également un nombre important de pieds-à-terre dans la ville. Comme celui-ci, pas très loin du Kremlin, un appartement de 800 mètres carrés dans lequel il ne vient pas très souvent. Mais jamais ici. Si je viens jamais ici? Si, peut-être une fois par mois. Un appartement pourtant richement meublé, la plupart des objets sont d'origine française et signés. Il les collectionne et en est particulièrement fier. Tout ça, c'est les objets qui sont dans mon appartement à Paris. Et... Vous avez fait faire un livre, carrément? Oui, plusieurs. J'en ai écrit plusieurs. Sur votre collection d'art? Oui. C'est mon appartement de Paris. Sa femme y vit toujours. Les gens, souvent, et c'est normal, ils pensent dans leur esprit consciemment ou inconsciemment, ils pensent que quelqu'un qui a un mandat, et à juste titre, quelqu'un qui a un mandat d'arrêt international, il doit vivre je sais pas, dans une maison isolée, sans électricité, derrière une cage à poules, et sortir la nuit quand il y a la lune pour prendre un peu de l'air, pour respirer, et dès qu'il attend le bruit des pas, il rentre dans son trou. Ce n'est pas son cas, il a pignon sur rue. Il possède un restaurant gastronomique en plein cœur de Moscou, dans lequel il vient régulièrement déjeuner. Le chef, bien sûr, est français. On mange bien ici. Et l'ambiance est bonne, le cadre est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a de nouveau pendant mon absence? Parce que j'étais absent pendant 3 semaines. Votre absence... Voilà. Vous savez, vous aimez beaucoup le tuna, là, le thon que vous me demandiez, donc là je l'ai mis à la carte un petit peu différemment. Bon, j'ai pas vraiment de spécialité, je fais des choses, c'est léger, c'est méditerranéen, un peu, pas de crème, très peu, des choses faciles à manger. Rien ne nous manque dans l'exil. Ah, vous savez, c'est étrange, moi je viens d'acheter hier en Israël une radio qui s'appelle l'Escapade. L'Escapade? Oui, pour quelqu'un qui a un mandat d'arrêt international, c'est un bon nom. C'est une radio très populaire, l'Escapade. L'homme affiche de prendre sa situation avec bonhomie. Pourtant, malgré sa liberté totale de mouvement en Russie comme en Israël, la France, affirme-t-il, lui manque. Il n'y a pas remis les pieds depuis son mandat d'arrêt, il y a 7 ans.
Bien sûr, on s'habitue déjà aux autres endroits, mais c'est à Paris que j'ai vécu la plus grande partie de ma vie d'adulte. Mais même je ne suis pas libre. Je suis pas libre. L'affaire qui a provoqué sa fuite concerne une vente d'armes entre la Russie et l'Angola, un pays à l'époque en pleine guerre civile. Son président, José Eduardo dos Santos, a besoin d'armes. Le pays est sous embargo et n'a pas d'argent. Arkady Guedamac et Pierre Falcone, un autre homme d'affaires, vont intervenir pour fournir des armes russes au gouvernement angolais. Le juge Courroy va mettre son nez dans ce dossier et les accuser de trafic d'armes. Il accuse un groupe de gens de participer dans une vente illégale d'armes entre la Russie et l'Angola. Déjà, la loi française, la code pénal, dit que pour poursuivre quelqu'un, pour que la justice française puisse avoir la compétence dans une affaire de commerce d'armes, il faut que l'armement, techniquement, passe par le territoire français. Si une personne veut s'expliquer et qu'elle est en fuite, c'est devant la justice qu'elle doit le faire, c'est pas devant la presse. De quel droit un individu, c'est sa décision, sa seule décision, avait pris la décision de détruire ma vie, de détruire la vie de ma famille. Pourquoi est-ce que Guedamac ne vient pas en France? Parce qu'évidemment, qui sait qu'il en a tout le tour du ventre. Autrement dit, selon le juge, l'homme d'affaires ne serait pas aussi clair dans cette histoire qu'il le prétend. L'événement qui le décide à s'enfuir, c'est une perquisition chez son avocat. Nous sommes en juillet 2000. Alain Guillou a la surprise de voir débarquer dans son cabinet le juge Courroy. Motif, une transaction immobilière. Pour l'avocat, un prétexte pour accéder au dossier du milliardaire proche de Charles Pasqua. Il faut comprendre que, fort heureusement, les dossiers d'un avocat, qui concernent donc ses clients, sont protégés par le secret professionnel. Et la seule façon de pouvoir traverser le secret professionnel, en quelque sorte, c'est d'impliquer un avocat dans la commission d'un délit. Guedamac, évidemment, apprend ce qui s'est passé, comprend immédiatement que c'est pas Guillou qu'on cherche, que Guillou n'est que la première marche pour accéder à autre chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Et vous dites quoi? Parce qu'on a vous dit que si Courroy perquisitionne chez Guillou, oui. Ça, c'est pour vous, en fait, vous soupçonnez? Mais bien sûr. Mais au moins, avant tout, je vois que j'ai affaire à quelqu'un qui a certaines particularités psychologiques. Et donc, c'est là où vous prenez la décision de partir? C'est ça que je prends la décision de rester libre et de ne pas subir l'injustice. Un des arguments de M. Guedamac est de dire il aurait été, d'après ces termes, pas traumatisé, mais en tout cas inquiété que vous mettiez son avocat, Alain Guillou, en détention provisoire dans le cadre de l'information. Pas de commentaire. Pas de commentaire. D'accord. Le juge Courroy, à l'occurrence, je lui ai écrit, voilà, je suis prêt à venir pour subir l'interrogatoire, mais certains éléments me laissent penser que je peux être emprisonné. Donc, dites-moi par écrit que je ne vais pas subir cette injustice, et je suis prêt à venir, ou venez par exemple à Moscou, ou même à Bruxelles, parce que moi j'ai la possibilité de voyager. On ne va quand même pas inverser les valeurs. Ce n'est quand même pas le juge qui va se transporter vers la personne en fuite, qui lui enverra un Bristol pour lui dire quand, où et à quelle heure on accepte de recevoir le magistrat instructeur. Le magistrat instructeur, il est français, il est en France, il convoque une personne, la personne vient ou ne vient pas. Bon, s'il ne vient pas, tant pis pour elle. Pierre Falcone, l'associé d'Arkady Guedamac, s'est présenté au pôle financier dans le cabinet du juge Courroy pour s'expliquer. Il passera 1 an en prison en détention provisoire avant d'être libéré. Depuis, l'homme d'affaires bénéficie d'une immunité diplomatique. Il est ambassadeur de l'Angola à l'UNESCO et vit à l'étranger. Face à des prévenus qui ne manquent pas de ressources, d'autres magistrats utilisent des moyens de pression différents pour éviter de voir leur mise en examen prendre le large.
La détention, c'est parce qu'on a peur que la personne, si vous êtes en matière de meurtre, qu'elle recommence, qu'elle est dangereuse. C'est ça, la détention. Dans l'attente du procès, toujours. Mais moi, en matière financière, je crois plus aux sanctions financières. Et une grosse caution. Oui. Qui garantit que la personne se présente à votre cabinet et devant la cour. Voilà. Quitte à la rendre, si on fait un non-lieu à la fin, on lui rend sa caution, et puis voilà, il n'y a pas de préjudice. Moi, j'ai souvent des discussions confidentielles, d'ailleurs, avec les avocats, pour essayer de trouver une solution. Parce que la solution, après tout, la personne, peut-être qu'on lui reproche des choses, peut-être qu'on se trompe aussi, elle a des choses à faire valoir. Donc, ce qui est important, c'est de nouer ce dialogue, sans céder sur le principe du fait qu'il y a le juge et la personne poursuivie, bien sûr, mais si la personne a des choses à valoir, après tout, qu'elle vienne les faire valoir. Simplement, il faut des garanties financières pour pas que ça soit quelque chose qui soit comme ça en l'air, et elle repart, et puis on n'en entend plus jamais parler. Vous voyez ? Donc, mais très souvent, moi, les avocats viennent très souvent me voir, ils prennent les devants, et on trouve des solutions. La peur d'aller en prison avant d'être jugé serait donc la justification des cavales d'Arkady Guedamac ou de Pierre-Philippe Pasqua. Un luxe que tous les justiciables ne peuvent pas s'offrir. Face à ces puissants, la justice est impuissante, ou presque. Ça, c'est clair. C'est clair. Nous, on met le doigt quelquefois sur des trucs, mais les plus gros, de toute façon, on les a pas. Échec et mat.